Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Agneau. Attendez bien la fin de l'interview, on a une anecdote farfelue hilarante avec Maude. Vraiment, il faut que vous l'entendiez. Et le matin, quelqu'un toque en me disant « Hi Maude, I wanted to know whether you're ready because conference will start very soon. » Je dis « Ah oui, I'm coming !» Et là, je me regarde dans la glace et je me dis « Non mais c'est pas possible, ces cheveux là, c'est plat, c'est affreux. » Et je me dis « Mais non, je vais prendre mon shampoing sec. » Et en fait, j'étais un peu vraiment fatiguée. Je sais pas s'il faut que je le dise. Et j'ai confondu. Quand on est indépendant, il y a des jours où tout roule. Et puis il y a les autres. Vous savez, ceux où un client oublie de payer une facture, où vous passez 1 heure à retrouver un justificatif dans une bannette mal triée, ou encore les jours où vous réalisez que votre compte pro ne distingue pas ce qui revient à l'URSSAF de ce que vous pouvez réellement dépenser. C'est là que mon sponsor de longue date, Conto, est bien plus qu'un simple compte bancaire. Facturation automatisée, relance intégrée, estimation du solde de TVA pour facilement savoir où vous en êtes, sous-compte avec IBAN dédié pour mettre du côté charge ou salaire, et surtout une vision claire en temps réel de votre trésorerie. C'est structurant, apaisant et si on est honnête, totalement indispensable quand on gère son business soi-même. Conto, c'est la solution que j'aurais aimé avoir à mes débuts et celle que je recommande sans réserve aujourd'hui aux indépendants autour de moi. En plus, Conto vous offre 3 mois sur votre abonnement compte pro avec le code Pauline2025. Alors n'attendez plus et rendez-vous sur conto.com, Q-O-N-T-O. Salut Maude, bienvenue sur le podcast. Merci, bonjour Pauline. Je suis enchantée de t'accueillir. On a déjà plein de points communs, notamment d'amour de la joaillerie. Absolument. Mais bon, on va rester sérieux pour commencer, et même très sérieux à vrai dire, parce que la première question que j'avais prévu de te poser, c'est, je suis tombée sur une de tes citations, je crois. Tu vas me dire si elle est vraie. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu l'as dit ou pas? Tu vas me dire. Mais j'ai trouvé vraiment intéressante et j'avais envie qu'on élabore dessus. La citation, c'est « La peur ne doit jamais être à l'origine de nos prises de décision. Elle est, votre pire ennemi. » Est-ce qu'il y a un exemple qui te vient en tête pour illustrer ça, peut-être dans ta vie personnelle, professionnelle? Est-ce que tu peux élaborer et puis me dire aussi éventuellement dans quel contexte tu as dit ça? Parce que j'ai trouvé que c'était assez fort. C'est drôle, Pauline, parce que j'ai eu la chance d'être marraine d'une remise de diplôme lundi dernier. Et les gens me demandaient quelques conseils en tant que marraine. Et le premier conseil que j'ai donné, c'est celui-là. C'est n'obéissez jamais à vos peurs, ne prenez jamais de décision en fonction de vos peurs, elles sont vos pires conseillères. Et pourquoi je l'ai dit? Dans une logique de transmission, mais aussi dans une logique de partage de mon expérience à moi. Ce que j'ai pu constater au cours de toute mon expérience professionnelle, c'est que ce soit des peurs de ne pas être à la hauteur, donc de l'autocensure, ou des peurs liées à des croyances de projection, les erreurs que j'ai pu commettre ou les occasions que j'ai pu manquer sont liées au fait que j'avais suivi des peurs largement infondées, souvent liées à des projections. Et ma maman me dit souvent une phrase qui m'aide beaucoup, qui m'a longtemps beaucoup aidée, c'est « le pouvoir que les autres ont sur nous, c'est nous qui leur donnons ». Et donc, derrière une peur, il y a finalement tout un mélange qu'il faut prendre le temps de détricoter. Et dans le leadership, moi, ça fait 15 ans que je coach, c'est un conseil maintenant que je donne beaucoup, que je partage beaucoup. Je vois des talents, des hommes, beaucoup des femmes qui, avant toute nouvelle opportunité, réagissent avant tout avec peur de décevoir, avec peur de ne pas y arriver. Ouais. Et donc, le premier réflexe que je leur donne, c'est « écoutez, j'ai connu votre situation, n'écoutez pas votre peur, mettez-la à distance, détricotez-la, et je vous demande simplement de me raconter ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer, et là, vous pourrez prendre votre décision. » Bon, alors j'ai 1000 questions, forcément. Déjà, je trouve rafraîchissant, hyper inspirant de savoir que, entre guillemets, même toi, tu as pu vivre des peurs. Je dis ça parce que c'est drôle. Hier, j'ai rencontré des entrepreneurs qui écoutent le podcast et qui m'ont dit « J'adore ton podcast, Pauline, mais le problème, c'est qu'il y a tellement de personnes inspirantes, on a l'impression qu'ils sont infaillibles. » On a l'impression. Alors Et donc, si tu peux nous montrer que tu n'es pas infaillible, Maud, désolée de commencer l'interview comme ça, mais je pense que ça aiderait franchement des personnes qui nous écoutent de se dire que, voilà, même quand on passe sur le podcast, même quand on a réussi énormément de choses comme toi, en fait, on est aussi soumis finalement à ces discours internes, quoi. C'est drôle ce que tu dis parce que hier, je faisais un post sur leadership et vulnérabilité.
Je crois qu'on hérite quand même de cadres de leadership où, pour être leader, faut être fort, au point d'en être toxiques les uns pour les autres. Et je crois pas qu'on se fait du bien. Je pense qu'on peut être très fort, très respecté, très apprécié de ses équipes, très performant, tout en assumant une forme d'authenticité. La vulnérabilité va avec l'authenticité. Et bien sûr que parfois c'est dur. Bien sûr que parfois on doute. Bien sûr qu'il y a une solitude du dirigeant. Bien sûr que parfois on se demande si on va y arriver ou si on va être à la hauteur. Et c'est pas parce que je suis une femme, c'est parce qu'en tant que dirigeant, on a une responsabilité, on a charge d'âme, on veut que les gens soient bien, on veut grandir et faire grandir, on veut atteindre des objectifs ambitieux. Et bien sûr que je pense que ça devrait être obligatoire de libérer le tabou de la vulnérabilité des dirigeants. Mais dès lors que je dis ça, les gens vont dire « Ah bah voilà, voilà, elle dit qu'elle est chef, mais en gros, elle commence avec Pauline en disant qu'elle a de la vulnérabilité. » Et crois-moi, il y a une partie des gens qui vont dire « Non, mais si elle le dit, c'est qu'elle l'est un peu. » Bah oui, mais d'une certaine manière, je trouve que assumer de dire « Vous savez quoi, je pense que j'ai une très grande force intérieure, mais elle n'est pas exclusive d'une forme de vulnérabilité. » C'est la phrase d'Albert Camus, là, qui dit « J'ai trouvé en moi un invincible été. » Voilà, dans l'absurde, on est fragile et c'est la philosophie de Camus. On se rend compte que tout est parfois dérisoire, qu'on peut avoir des moments de doute, mais pour autant, ça peut aussi générer une force incroyable. Et je trouve ça sain d'arrêter de se polluer les uns les autres avec des gens parfaits qui se réveillent le matin parfaitement coiffés, parfaitement maquillés, qui déposent leurs enfants parfaits à l'école, avec qui ils n'ont jamais de problème, qui vont voir leurs équipes parfaites dans des bureaux parfaitement rangés, avec un agenda toujours à l'heure. Ouais. Ça, c'est toxique. Et dire qu'on peut réussir tout en assumant sa part de fragilité, je pense que c'est aussi faire du bien à tous ceux qui nous entourent. Totalement. J'ai presque envie de dire amen à ça. Franchement, non, mais c'est vrai, c'est bête à dire, mais je pense que les réseaux sociaux en plus nous polluent davantage avec ça, parce qu'en fait, on voit qu'un fragment tout petit, un trou de la serrure en fait, on se rend pas compte tout ce qu'il y a autour. Pour continuer un tout petit peu sur ce sujet avant de passer à autre chose. Est-ce que toi, quand tu coaches, peut-être, je sais que tu as beaucoup, tu le disais, coaché, et puis tu t'impliques beaucoup avec les collaborateurs que tu manages, c'est presque plus du coaching, j'ai l'impression même. Est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour aider quelqu'un, justement, qui est dans une période de doute, parce qu'on les vit tous, et qui vraiment se censure, comme tu le disais, pour l'aider à aller au-delà de ce discours intérieur, de cette peur, au-delà de lui dire, ce que tu viens de dire, hein, la peur ne doit pas vous guider. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a des astuces, des techniques, peut-être des choses que tu t'appliques à toi-même quand on est un peu au fond du trou comme ça et qu'on se dit qu'on n'arrive pas à en sortir, quoi? Déjà, j'essaye de les faire changer de lunettes. Le coaching, c'est l'altérité. Et la rencontre de l'altérité, c'est justement un jour, un matin, là, dans cette verrière magnifique, avoir une rencontre. Et l'altérité, c'est un cadeau. Et c'est se frotter la cervelle à quelqu'un d'autre, comme disait Montaigne, avec un changement de regard. Et c'est pour ça que j'aime tant la diversité comme principe de leadership. Dans mes équipes, j'essaie toujours d'avoir des hommes, des femmes, des juniors, des seniors, mais aussi des sensibilités socioculturelles, des nationalités différentes, parce qu'on ne regarde pas forcément un problème de la même manière. Et donc, le coaching, c'est quand même un moment se poser face à une individualité qui bloque sur quelque chose et à qui on va dire « prends du recul, regarde les choses différemment, mets un pas de côté, c'est du court terme, à moyen terme, c'est peut-être autre chose. La porte est étroite, mais tu veux pas de la porte grande parce que cette porte étroite, elle est plus exigeante, mais elle va t'emmener là. Ton chemin n'est peut-être pas linéaire, mais ces méandres, ils sont fidèles à toi. » Donc, il y a vraiment ce côté d'autres lunettes. Et après, il y a en anglais un verbe que je ne sais pas traduire en français qui s'appelle nudge. C'est ce petit coup d'épaule amical, mais quand même assez marqué, qui oblige les gens à aller vers eux-mêmes. Et donc, il faut trouver le juste équilibre parce qu'il ne faut jamais que ce soit fait contre la volonté de la personne. Mais quand on sent que la personne a le potentiel, qu'elle a en elle voilà, cette possibilité de devenir une grande référence de la joaillerie, une référence du podcast, une référence de la com. Enfin, quand les gens ont ce potentiel, nous, notre responsabilité en coaching, c'est juste d'accompagner. C'est la plume de Dumbo, quoi. En fait, les gens ont tout en eux, mais nous, on va leur donner une plume de Dumbo parce qu'en fait, ils savent voler et ils le savent pas. Et eux le savent pas. Mais nous, on peut le savoir. Et je pense que parfois, les autres
avec bienveillance, voit plus en nous que ce qu'on ne peut voir en nous-mêmes. Donc quand même de l'importance de s'entourer de personnes qui nous valorisent et qui en tout cas nous tirent vers le haut. De l'importance d'avoir des collectifs de travail avec... alors c'est un terme qui est très galvaudé, les gens me disent mais j'en ai marre de la bienveillance. Oui, désolé, on n'a rien trouvé de mieux. De l'importance d'avoir des collectifs d'exigence, de travail, d'engagement, mais aussi de bienveillance, c'est-à-dire de souci de l'autre. C'est pas juste j'arrive, je déroule ma feuille de route et je rentre chez moi. C'est j'arrive et je suis sensible aux signaux faibles, individuels, collectifs. J'utilise parfois l'humour ou une petite attention pour réinjecter de l'énergie. Je suis un médiateur. La force de mes équipes, et c'est la chance que j'ai toujours eue, c'est qu'au fond, c'est des poseurs de pont, en fait. Ils sont des individualités incroyables, mais la somme de ces individualités est supérieure à leur individualité respective parce qu'on essaie de prendre soin les uns des autres. Et c'est pas bisounours naïf, hein. C'est vraiment une discipline de leadership. Et en fait, les gens n'ont pas tous la même énergie, les gens n'ont pas tous la même force en fonction des jours, c'est normal. Et en fait, nous, on est là comme une forme de réseau pour se tenir et toujours se tirer vers le haut, mais avec beaucoup de douceur, en fait. Ouais, je retiens ça, la douceur. Le nudge, en fait, donne quand même cette idée d'un petit coup, mais en douceur. Je vais vous raconter une anecdote. Dans mon précédent poste, quand j'étais dirigeante de l'Europe du Sud chez Accor, et on avait accompagné 1900 hôtels et on a frôlé la mort clinique quand même de l'industrie. On s'est retrouvés au deuxième trimestre 2020. On avait perdu 90% de chiffre d'affaires, 60% des hôtels étaient fermés à l'échelle mondiale. Les gens se demandaient si l'hôtellerie revivrait un jour. Ouais. Enfin, c'était dingue. Et on a eu quelques moments, quelques heures sombres. Hein. Et certains de mes collaborateurs me déposaient des Twix sur mon bureau. Des Twix. Donc, c'est pas génial en termes de nutrition, hein. Mais je retiens ça parce que je trouvais ça hyper c'était pour te donner touchant. De la pêche, oui, c'est ça ils avaient dû me voir manger un jour un Twix, que j'étais fatiguée et on brûle. Et ils avaient dû noter que j'aimais bien les Twix. Et un jour où je devais vraiment en avoir plein la patate et j'essayais de faire poker face et je suis nulle pour ça, ils m'avaient glissé un Twix sur mon bureau. J'adore. Et voilà, et c'est ce qui fait qu'on est bien aussi au travail. Il y a un mot que tu as utilisé, je rebondis dessus, tu as utilisé le terme d'exigence. C'est important parce que le discours sur la bienveillance, il est hyper important, mais malgré tout, je trouve que c'est cet équilibre qui fait que, comme tu le dis, on n'est pas dans un monde de bisounours, on reste quand même une entreprise, en tout cas dans ton cas, dans le cas d'Accor, qui fait que il y a, je trouve, ce dosage à trouver. Et c'est pas facile de trouver ce dosage. C'est pas facile et c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pense. Moi, je pense être quelqu'un de très bienveillant, en même temps que très exigeant. Et en fait, j'essaie d'être vigilante. Et pour ça, les feedbacks, les 360 sont plutôt précieux. Je me suis dit les feedbacks qui te concernent aussi. Les feedbacks qui nous concernent. Parce que la perception, c'est la réalité de ce que les gens voient en nous. Et pas nous, ce qu'on pense incarner. On peut être convaincu d'être un chef exigeant et très bienveillant et très attentionné. Si les gens vous renvoient autre chose, il faut savoir l'écouter et l'entendre, même si c'est pas toujours facile. Et je me souviens que quand j'étais à la SNCF, donc il y a des années, donc j'espère avoir progressé depuis, les gens reconnaissaient le fait que je voulais prendre soin de mes équipes et que j'étais attentive, mais néanmoins, c'est surtout l'exigence qui prenait le pas, quitte parfois à impressionner ou mettre une forme de distance parce que les gens pouvaient se dire qu'il y avait quand même un niveau qui était peut-être élevé. Et donc, je me souviens que sur le coup, je me suis beaucoup vexée. Je trouvais ça très injuste. Moi, j'étais plus jeune. Hein. Et après, je me suis dit, faut accueillir ce feedback. Ouais. Il n'y a que comme ça qu'on grandit. Et petit à petit, j'ai essayé de comprendre comment cette exigence que je voulais vraiment toujours dans l'esprit des autres, individuellement, collectivement, il fallait la doser, savoir ralentir, respecter davantage le rythme des autres et en fait progresser. De toute façon, on ne naît pas manager, on le devient. Donc, c'est tous ces apprentissages qui font qu'à la fin, peut-être, on devient un meilleur manager. C'est marrant parce que à ma petite échelle, je me reconnais un peu et j'ai pu être souvent assez impatiente avec les personnes que je recrutais.
Et en fait, un jour, quelqu'un m'a dit quelque chose et ça m'a fait un déclic. Il m'a dit, mais en fait, là, tu es exigeante avec cette personne comme si elle était déjà, entre guillemets, avec ton expérience à ton niveau. Toi, ça fait 10 ans que tu fais ça. Ça fait 10 ans que tu maîtrises le sujet. Comment veux-tu que quelqu'un, même de très intelligent, qui veut se donner du mal, en fait, arrive tout de suite, si tu veux, avec tout la compréhension, en fait, de ce que tu as déjà fait. Et c'est vrai que j'ai réalisé que finalement, il faut former bien sûr les personnes et se dire si j'étais à leur place, que moi je débarque dans ce poste, là maintenant, pas avec mon background de 10 ans d'expérience ou je sais pas combien d'années d'expérience, en fait les choses seraient très différentes, quoi. Et ton coach va te dire, super Pauline, tu prônes l'empathie, mais en fait quand il s'agit d'embarquer la personne qui te rejoint, elle est où? Et là t'es là. C'est pour ça que je dis toujours, faut arrêter de penser qu'avoir un coach c'est un problème, ça devrait être obligatoire. Moi j'ai toujours eu des coachs dans plein de différents domaines, à des étapes de ma vie. À la SNCF c'était pour la négociation avec les élus, dans certaines prises de poste j'avais des coachs et c'est formidable d'avoir ce regard autre qui vient pointer nos paradoxes, nous aider à grandir. C'est un peu comme le dentiste, quoi. On n'a pas très envie d'y aller, mais en sortant, on sourit mieux, quoi. Donc, je pense que c'est sain. Et souvent, je propose à des collaborateurs, à des talents qui prennent un nouveau job, un coach. Maintenant, ça y est, c'est dans la culture. Mais au début, c'était presque... oui, un aveu d'échec, quoi. J'ai un problème, je vais pas y arriver. Alors qu'en fait, je lui disais, non, c'est une marque de reconnaissance et d'investissement de l'entreprise qui veut tellement que tu réussisses qu'on va t'accompagner dans cette étape qui n'est pas neutre pour toi. Et je sais que tu vas réussir, mais on va t'en donner tous les moyens. Et toi, tu as toujours eu cet état d'esprit justement de un peu growth mindset, si je puis dire, c'est-à-dire de vouloir progresser, de vouloir te former, de vouloir avoir des feedbacks? Parce que j'ai vu ton parcours très impressionnant au niveau des études. D'ailleurs, petite anecdote rigolote, j'étais à Fénelon aussi en prépa et j'ai fait aussi normal. Donc, tu vois, on a des points communs. Mais en gros, tout ça pour dire que quand on est un peu bons élèves, comme ça a été notre cas, et je pense pas mal de personnes qui nous écoutent, c'est souvent assez dur, comme tu disais, de pas être parfait et de prendre du feedback et d'assumer en fait que tu veux publiquement te développer. Et le coach, c'est un peu ça, quoi, d'une certaine manière. Donc, ma question, c'est est-ce que il s'est passé quelque chose, il y a eu un moment de déclic, est-ce que c'était quelque chose de naturel pour toi? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu t'es vraiment dit, je veux progresser et donc je vais me faire accompagner? En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il s'est passé un truc qui arrive à nous tous, donc c'est accessible à tout le monde, c'est que j'ai vieilli. Je pense qu'au début, on a un petit peu sur le côté, le driver, je veux être parfait, je veux tout bien faire, et puis la vie nous rattrape, mais au sens joli. T'es chef de gare à 28 ans, tu commences à manager et tu te trompes. Et tu veux bien faire, mais tu vois bien que t'es à côté de la plaque. Et il y a des choses que tu réussis alors que tu pensais pas que ça réussirait. Et il y a des choses où tu penses vraiment bien faire. Et l'enfer étant pavé de bonnes intentions, la manageuse, elle est perfectible. Donc, la vie te fait la démonstration, si t'es pas complètement fermé, de ta perfectibilité profonde. Et donc, dès lors que tu commences... Dès lors que tu n'es pas dans le déni. Oui, dès lors que tu n'es pas dans le déni, mais si tu aimes un peu les gens et si tu as un minimum de lucidité et d'honnêteté sur qui tu es, tu vois bien quand tu fais un bide ou quand ça marche. Donc, en fait, l'expérience, la vie, Pauline, va te faire ce miroir-là. Du coup, naturellement, tu vas noter sur un petit cahier les choses qui marchent, les domptes. Moi, je me suis déjà noté des gens en disant bon, ça, il faut que tu fasses attention, ça, c'est bien. Ah, donc tu notes un peu tes feedbacks et tout pour t'en rappeler à toi-même. Oui, parce que je trouve que c'est précieux. Sur le moment, c'est jamais super, mais j'ai des propriétaires géniaux dans mon job là, qui ont des hôtels et parfois, ils m'ont fait 1 ou 2 feedbacks, soit des trucs qu'ils avaient trouvé super et des trucs où peut-être j'aurais pu rajouter là ou ça ou ça. Et évidemment, sur le moment, je me dis ça m'énerve. Mais au fond, c'est un cadeau. Et puis, c'est courageux de donner du feedback. Ça rejoint un peu le côté réseaux sociaux, on se poste, on est parfait. Donc, en gros, la vie, ça devrait être des gens parfaits sur les réseaux sociaux et puis toujours heureux, puis parfaitement coiffés, comme nous, quoi. Et puis qui n'ont pas besoin de feedback parce que de toute façon Pauline ils sont parfaits. Non. Et je trouve que c'est un cadeau d'abord pour nous d'être gentil avec soi et d'accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on peut douter, pour autant il ne faut pas se faire du mal parce que tout le monde doute et personne n'est parfait et tout le monde est fragile. Mais la super nouvelle c'est que tout le monde est perfectible. Et si tu regardes ça du bon côté, chaque feedback, c'est écoutez, merci. Et le fait est que je pense que je suis une meilleure manageuse maintenant
qu'il y a 15 ans. Enfin, j'espère. J'ai pas de doute. J'espère. Faudrait demander à mes équipes. C'est ça, le feedback 360. Il y a une phrase que tu as dite, je crois que j'ai trouvée assez interpellante, je voulais te la dire. C'est quand tu es authentique, certains vont trouver ça louche. Et là, depuis tout à l'heure, tu parles de manière très authentique, en tout cas, c'est ma perception. Et en fait, j'ai trouvé que cette phrase, elle était interpellante parce que, effectivement, à la fois, on prône beaucoup l'authenticité, c'est le nouveau mot-clé à la mode, tu vois, sur la socio, soyez vous-même, soyez authentique, etc. Et en même temps, je suis assez d'accord avec toi que bien souvent, en fait, de l'authenticité, point trop n'en faut, et que ça peut paraître bizarre, notamment dans des milieux corporate. Oui. Et toi, tu as quand même été, à un moment donné, à l'Inspection Générale des Finances, l'ENA, et puis maintenant dans des grands groupes. Donc, à un endroit où on se dirait pas que, naturellement, l'authenticité est reine. Moi, je trouve que le monde n'est pas exempt de contradictions, hein. Donc, il faut être un leader fort. Bon, bien sûr, on peut dire ses vulnérabilités parce qu'il faut dire la vérité de temps en temps, mais quand même pas trop parce que sinon les gens vont dire, c'est pas un leader. Moi, je crois vraiment que l'authenticité, c'est le pendant de la liberté et de l'alignement. On ne décrète pas d'être authentique. Je nous souhaite tous d'avoir la possibilité d'être authentique parce qu'on va mieux vivre et potentiellement plus longtemps. L'authenticité, c'est juste le fait d'être pareil à la maison et au travail et d'être en alignement avec ses valeurs. Je ne sais pas comment font les gens qui ont cet écart qui doit leur prendre une énergie dingue de réconciliation en permanence de personnalités qui sont pas accordées. Mais je crois d'ailleurs que ça prend une énergie de dingue et c'est ça un peu le syndrome de l'imposteur, quoi. Moi, honnêtement, je pense qu'il faut être authentique. Ça a un prix. Parce que l'authenticité, c'est la liberté. Il y a un côté un peu moins norbé, un peu moins conventionnel, un peu moins dans les clous. Je pense que ça fait des personnalités plus clivantes et des gens qui sont potentiellement plus vite jugés. Bah oui, le côté lisse est peut-être un mécanisme défensif parce que ça rentre dans une forme de caste sociale, de code et on se protège. Mais est-ce que quand on fait ça, on se donne la possibilité de grandir ou de s'épanouir? Est-ce que la vie, c'est pas tant la destination qu'on connaît tous que le chemin qui est intéressant avec la possibilité à chaque fois de se rapprocher de son fil? Moi, j'ai eu beaucoup de fois ce retour sur ouais, mais alors si elle est vraiment comme ça, sincère et directe, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'elle veut obtenir derrière? Enfin, je trouve ça triste, en fait. Après, il y a des gens très gentils qui vont te dire merci d'être authentique parce que moi, je vais pouvoir l'être et on va arrêter d'être engoncés dans des carcans un peu sociaux qui, en fait, là, encore une fois, ratatinent un peu les gens, les empêchent d'être qui ils sont. Mais ça s'est aussi traduit dans mes choix de carrière. Hein. Le fait d'avoir été chef de gare après l'inspection, puis à Matignon, puis dans l'hôtellerie, il y a encore des gens qui me disent... Il n'y a pas beaucoup de cohérence quand même. Hein. Franchement, on voit pas trop le... Et donc toi, tu réponds... Tu n'avais pas un plan de carrière. Non, j'avais pas de plan de carrière. 2, je pense qu'une carrière, c'est aussi des rencontres, des opportunités. Et ce serait insulter l'avenir que de savoir d'emblée où est-ce que tu seras, où est-ce que je serai dans 5 ans, 10 ans. C'est faux. Et c'est très présomptueux. Et ensuite, si, il y a un point commun entre être chef de gare, chef du pôle économique et digital à Matignon et patronne d'hôtel. C'est soi, en fait. Et le goût des hommes et de la transformation et du management. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de se dire, alors, Pauline, tu vas faire vraiment de la ligne droite, j'espère que tu as fait de la joaillerie depuis 53 ans et des podcasts depuis 89 ans, sinon, je doute que tu sois crédible. Et je crois qu'on se fait un peu du mal en renvoyant ce genre de choses. Et donc, l'authenticité comme porte de réalisation de soi-même, de liberté. Mais pour ça, il faut que les autres... qu'on accepte les uns les autres, que chacun puisse exprimer sa part d'authenticité. Comment est-ce que tu as pris certaines des décisions justement de grands changements de cap, de grands changements de carrière? Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton discours intérieur, de tes réflexions, peut-être discours que tu as pu avoir, je sais pas, avec tes proches, ta famille? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'autorisent pas justement ces sauts un peu dans l'inconnu, et puis où effectivement, parce que ça ne paraît pas cohérent avec le CV, du coup on se dit non, je peux pas le faire, sinon ma vie est plombée. En sachant que je peux comprendre les gens qui hésitent, parce que moi aussi j'ai hésité. Donc c'est pas parce que tu hésites que ça veut dire que c'est mort. Si ça hésite, ça veut dire que le travail est en route. Donc c'est plutôt bien. Chaque virage est une prise de risque.
Et d'une certaine manière, la ligne droite, elle est plus rassurante. Moi, j'ai adoré l'inspection des finances. J'ai fait des missions d'audit, de stratégie, de finance, aussi bien dans le centre des douanes de Strasbourg, à la trésorerie de Choisy-le-Roi, qu'au Burkina Faso, ou après le séisme en Haïti, dans une mission humanitaire. Donc, c'était très riche. Je pense que c'est important d'avoir une forme de gratitude au quotidien. Donc, j'ai adoré. Mais pendant 4 ans, j'ai fait des rapports pour des gens qui étaient gestionnaires et sur le terrain. Et donc, moi, je leur donnais des conseils avec sincérité, engagement, fraîcheur, hein, alors que moi-même, j'avais jamais managé. Donc, au bout de 4 ans, j'aurais pu continuer au ministère des Finances, mais j'avais un sentiment d'incomplétude, en fait. Et je me disais, peut-être que je serai encore meilleure pour donner des conseils si je bascule de l'autre côté du miroir. Et donc, j'ai dit à l'époque que je voulais aller sur le terrain. Juste petite pause, désolée, mais quand même, je trouve que c'est tout à ton honneur parce que moi-même, pour avoir fait des études littéraires et à un moment m'intéresser à la fonction publique, c'est pas toujours, commun, justement, de vouloir aller sur le terrain quand on est un peu dans de la stratégie et quand on est justement dans du conseil. Mais parce je te que confirme. Ça a même assez mauvaise réputation, on peut se le dire. Mais je te confirme. Et d'ailleurs, il y a un moment, je me suis dit, en fait, c'est pas une bonne idée, cette intuition. Je me suis trompée. Et je suis allée prendre mon bâton de pèlerin. Et je fais pleurer personne dans les chaumières, hein. J'ai beaucoup de chance, je suis pas du tout une victime. Simplement, j'ai juste essayé d'incarner mes choix. Je parle juste de ça. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allée taper à la porte de plein d'entreprises publiques en disant bonjour, je suis une jeune inspectrice des finances, je sais faire des PowerPoint et des audits et écouter les gens. Et moi, ce que je voudrais maintenant, c'est être sur le terrain. J'aime les gens, j'aime la notion de service, j'aime la transformation. Je voudrais apprendre à être manager, parce que je l'ai jamais été. Bah, si, j'ai encadré 4 personnes dans une mission, mais voilà. Est-ce que vous voulez bien de moi? Et j'ai essuyé pas mal de non, Pauline. Et pendant cette période, pendant que les gens déroulaient leur carrière au ministère, dans la direction du budget, du trésor, des douanes, des très belles directions que j'adore par ailleurs, j'y ai gardé pas mal de connaissances, mais c'est juste qu'à ce moment-là, je continuais dans le public, hein, mais je voulais aller sur le terrain. Et donc, j'ai eu un peu de résistance. On m'a pas beaucoup aidé. Il y avait une partie des gens qui devaient dire qu'en gros, oui, c'était quand même un petit peu dissonant d'avoir été là et ensuite de devoir aller sur le terrain. Mais je voulais gagner mes galons, en fait. Et comment j'ai réussi? J'ai eu la chance de rencontrer Guillaume Pépi, qui m'a reçu en me disant qu'est-ce que vous voulez? Et je lui ai dit je voudrais aller sur le terrain. Il me dit vous voulez pas être ma chef de cabinet? Je lui ai dit non, pas tout de suite. J'ai déjà fait plein de PowerPoint. Si je suis votre chef de cabinet, je voudrais d'abord savoir de quoi je parle. C'est sympa de dire non à Guillaume Pépi quand même. Mais non, mais je me rendais pas compte. Je pense que quand j'y repense, j'ai froid dans le dos. Enfin, j'ai des sueurs là. Mais merci à ce patron qui s'en est pas offusqué, qui m'a regardé en coin en se disant mais qu'est-ce qu'elle veut? Et il m'a dit mais qu'est-ce que vous voulez? Et je lui ai dit je voudrais être chef de gare. Et il m'a dit pourquoi? Et je lui ai dit les gares c'est poétique, c'est apollinaire, c'est la fée électricité, c'est des lieux de vie, les gens viennent prendre des trains parfois à l'heure, ils viennent rêver, ils viennent flâner, c'est beau une gare, c'est poétique, c'est la vie des gens une gare et j'aimerais apprendre. Et donc, il m'a donné cette chance. Et voilà, c'est vraiment smoking no smoking. Je ne sais pas si tu as vu le film, mais si cette personne ne t'avait pas donné cette chance, tu ne serais pas allé là. Qu'est-ce qui serait passé, quoi? Il y a quand même un vertige dans le champ de nos possibles qu'on regarde un peu en arrière. Mais bon, il se trouve que j'ai eu la chance pendant 6 mois d'apprendre à vendre des billets de train, à faire le départ des trains, à accrocher et décrocher des wagons, à lire des chemins de fer, des voies avec des aiguillages. J'ai passé ma certification sécurité à Gare de Lyon pendant 3 heures. Puis j'ai été pendant 6 mois directrice adjointe de la gare Montparnasse. Et après, je suis devenue directrice de la gare Montparnasse parce que je me sentais légitime. Et j'ai adoré, et ça a été une école de management de dingue. J'avais 800 personnes en gare, fallait faire partir les trains, accueillir des clients, assurer la sécurité, la propreté de la gare. Présider des comités de pilotage de dératisation, repenser la gare et sa vie. Et on n'avait que du béton classé, donc on pouvait rien faire. Donc je disais aux équipes, soyez inventifs. Avec Gare et Connexion à l'époque, il y avait une initiative autour des pianos en gare. On a organisé des concerts autour du piano en gare. J'adore Grand Corps Malade, tu vas aller le voir en décembre. D'ailleurs, s'il m'écoute, j'adore ce que vous faites. On a fait des concerts avec Grand Corps Malade dans la gare. Il y a un monsieur qui venait tous les dimanches jouer la campanella de Liszt dans la gare. On a fait avec le CNC
le jour du solstice d'hiver, un événement autour du jour le plus court, on projetait des courts-métrages dans la gare. Mais ça n'a été possible que parce que j'ai persévéré, et Dieu sait si j'ai douté. Et puis juste que tu saches, quand j'ai pris le job, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui se sont marrés en disant c'est clair. Tu déshonores le corps, chef de gare, tu vas être loin du soleil. Ça, on me l'a dit. Hein. Ouais. Mais comme je suis têtue, j'ai poursuivi mon fil. Et puis, j'ai mes amis de toujours qui m'ont dit ça te va très bien, ça te ressemble, fonce. Et l'important, c'est, tu t'en fous de ce que disent les autres, l'important, c'est que toi, tu te sentes sur ton fil. J'adore parce qu'en fait... Mais c'est vrai, surtout. Non, mais c'est la réalité. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un retour au réel qui est, en fait, d'être sur le terrain. Et moi, je déteste l'idée selon laquelle le terrain est dévalorisé. Parce qu'en fait, ça n'est que la réalité. Et on a beau faire des PowerPoint très intelligents, à un moment donné, tu vois, si le mec, il sait pas vendre un ticket, en fait, ton PowerPoint, il sert à rien. Mais surtout, ça devrait être obligatoire. Et c'est canon. Moi, ma seule petite victoire, c'est qu'au bout de 4 ans, le directeur des 4 dirigeants, à l'époque de la SNCF, m'a dit « Arrête de parler à tout le monde du fait que c'est canon la gare. J'ai reçu 40 candidatures de la fonction publique pour être chef de gare. Et je me suis dit « Chouette, on bouge un peu les lignes. » Et aller sur le terrain, non seulement c'est pas dégradant, mais c'est là que tu te formes. J'ai adoré l'école normale, j'ai adoré Sciences Po, j'ai adoré l'ENA. Franchement, je serais pas là si j'avais pas eu ce parcours public. Et j'en suis reconnaissant. Et c'est pour ça que je voulais faire mes 10 ans. Mais le terrain est un élément de complémentarité indispensable, Pauline. C'est là que j'ai appris à manager, c'est là que j'ai appris à gérer le dialogue social. Les envahissements par les syndicats, les crises, les intempéries à cause d'inondations dans le sud-ouest qui font que sur l'axe TGV Atlantique, les colonies de vacances arrivent très tard, gare Montparnasse, gérer les parents en surstress sur le quai. Ça te donne une dimension. En fait, c'est un accélérateur de développement managérial. Ouais, et puis ça te donne des piliers solides, en fait. Tu sais de quoi tu parles vraiment, moi, je trouve. Et quand il y a une gestion de crise et que tu rentres à 4 heures du matin et que la gare est vide, il y a juste la petite machine qui nettoie le béton de la gare qui fait pip, pip, pip en reculant, et que tu as le sentiment du devoir accompli avec ta casquette de chef de gare, j'ai l'uniforme. Hein. Voilà. Et puis on apprend des choses. Faut arrêter de penser qu'on sait. Enfin, moi, je pensais savoir vendre un billet, tu vois. Donc, je suis arrivée en boutique de Turenne, je me souviens très bien. Et j'ai vu quelqu'un qui était habillé assez simplement. Et je lui ai dit, deuxième classe. Et la personne m'a regardée, elle a sorti un billet de 200, je crois, euros. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, j'ai une tête à voyager en deuxième classe. Et voilà, et là tu dis, ah oui, en fait, tu sais rien, donc tu vas juste apprendre, laisser venir à toi, voilà, ces mois de formation canon. Et puis tu rencontres des gens fabuleux. J'ai appris à être au guichet Gare de Lyon, et en fait, certains cheminots passionnés s'appellent les ferrovipates. Et il y avait un monsieur qui s'appelait Marcel, qui était à 1 an de la retraite. Il était ferrovipate. Il collectionnait tout autour de la SNCF. Et c'est une culture très attachante. Alors, je sais qu'il y a le contexte et tout, mais sincèrement, très attachante. Il était content parce qu'il avait trouvé la veille dans une brocante à Rouen un missel du cheminot en date de 1804. Oui, ils sont passionnés, donc, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, comment tu fais pour garder ce lien avec le terrain ? Enfin, est-ce que tu essayes de le garder ou est-ce que tu estimes que maintenant que tu l'as fait, tu n'as plus besoin ? J'avoue que j'imagine, te connaissant un petit peu maintenant, que ça n'est pas le cas. Mais justement, je trouve que c'est pas évident. Moi, j'appelle ça faire l'hélicoptère, de à la fois être dans des postes de direction où en fait tu fais de la strat et tu réfléchis à des trucs à 4 ans, 5 ans, et en même temps, se confronter au réel via le terrain est absolument nécessaire. Je trouve que c'est un point crucial, ça. Déjà, je pense que dans le choix de ces secteurs, on s'ouvre ou pas la possibilité d'être connecté au terrain. Moi, j'ai pris l'hôtellerie parce que quand même, les hôtels, ça ressemble beaucoup à des gares. Alors, vous allez me dire, non, on prend pas de train et personne ne râle. Oui, mais en fait, un hôtel, on y vient pour dormir, mais pas que. On y vient pour petit déjeuner, pour faire du sport, pour faire du coworking. Il y a une diversification des usages autour de l'hôtel. Un hôtel comme une gare, c'est un endroit ancré dans le cœur de la ville, qui doit interagir avec sa communauté locale. Donc, un hôtel comme une gare, il y a un côté cœur battant, quoi, de son environnement. Et choisir l'hôtellerie, choisir un métier de service, ça m'a permis de garder la dimension très relationnelle, très humaine.
ma première richesse, et pourtant j'ai été patronne du digital chez Accor, hein, c'est les gens. Parce qu'on est sur un métier de service et les personnes qui vont faire l'expérience hôtelière dans ton Ibis, ton Novotel, ton Mercure, ton Sofitel, ton M Gallery, ton Raffles, c'est les gens. C'est le sourire, l'émotion que tu vas retenir, l'attention, plus encore que le joint de la salle de bain qui est peut-être pas parfait. Et par ailleurs, c'est un secteur où il y a une dimension très opérationnelle quand tu es patronne de business unit. Moi, j'ai pris des jobs, j'avais le job digital qui était très matriciel et au bout de 3 ans et demi, j'ai dit à Sébastien Bazin, mon patron, là, je crois que ça me manque le terrain. Donc, on peut toujours, même à des niveaux de direction élevés, se reconnecter au terrain. Et en Europe du Sud, j'ai été servie, j'avais 1900 hôtels. Et là, le secret, c'est d'aller sur le terrain. On apprend toujours plus. On peut avoir des idées, une intuition et l'écrire sur un PowerPoint. Mais je recommande vraiment d'aller éprouver ses intuitions sur le terrain. Et puis, un échange, écouter activement les gens du terrain en disant « Alors, qu'est-ce que vous en pensez là sur la feuille de route RSE, là, le plastique, voilà, la lutte contre le gaspillage, voilà ce qu'on met en place. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Accessoirement, c'est eux qui vont le mettre en place. Hein. Mais la feuille de route, elle a été enrichie 20 fois. Donc, c'est possible. Après, ça demande d'avoir une forme de discipline, de voyage. Mais moi, au fond, à chaque fois que je vais sur le terrain dans mes hôtels, je me réénergise. J'adore être avec mes équipes en siège, hein, elles vont râler si elles m'entendent, mais sincèrement, l'énergie du terrain, la vibration du terrain, et puis la liberté, parce que voilà, c'est pas la même. Ouais, puis ça reboucle avec ce qu'on disait initialement sur la peur. Je retiens aussi le fait que tu n'as pas eu peur de changer de poste et donc de sortir du digital qui était peut-être, je sais pas, c'est plus confortable parce que y a eu, j'imagine aussi pas mal d'enjeux au niveau de la transformation, mais d'oser demander à changer, de retourner sur autre chose, ça aussi c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que c'est pas toujours évident, tu vois, de se dire en fait non, ça me convient plus, j'ai envie de passer à autre chose, quoi. C'est pour ça que j'ai aussi pas mal en coaching, si vous voulez changer de job, veillez à 3 critères, l'adéquation avec le produit. Donc si vous êtes pacifiste, évitez d'aller dans des entreprises d'armement. Deuxièmement, la culture de l'entreprise, les valeurs, au-delà de ce qui est écrit sur les slides du kakémono de l'entrée. Essayez de vous renseigner sur les valeurs de l'entreprise. Les cultures d'entreprise sont une réalité, il faut vraiment les comprendre. Et troisièmement, il faut choisir son boss. Moi, je dis à mes équipes, choisissez votre boss, quoi, parce que c'est une personne qui va pouvoir vous accompagner, vous faire grandir. Et moi, j'ai cette chance que Sébastien m'ait demandé de venir de le rejoindre sur la transformation digitale. Je crois qu'il est très lucide sur la difficulté de ces métiers matriciels, même si j'ai beaucoup aimé. Et au bout de 3 ans et demi, quand j'ai eu la possibilité, il savait, au fond, il me connaît, il savait que j'avais envie de retrouver ma gare, quoi. J'ai dit SimCity, tu as un périmètre à toi, là c'était l'Europe du Sud, tu es responsable de tes succès, tu es responsable de tes erreurs, mais c'est ton périmètre à toi en pleine responsabilité. La transformation digitale, j'avais le digital, mais aussi les systèmes d'information, la donnée, les ventes, la distribution de programmes de feed. C'est matriciel. Et donc, comme toutes les fonctions support, il y aurait beaucoup à dire sur les fonctions support. Il y a une difficulté supplémentaire qui est la dimension d'influence attachée aux fonctions support. On n'arrive jamais à complètement délivrer quelque chose, réaliser quelque chose, parce que c'est pas un PNL en soi. Il faut toujours passer par les autres, acculturer, convaincre. Et c'est pour ça que les jobs de CDO sont assez difficiles, parce que les connaissances techniques, on les a tous plus ou moins. À Matignon, j'étais aussi en charge du digital, donc on voit ce que c'est que l'architecture IT, les data lakes, tout ça, les enjeux de protection des données, le RGPD, on sait. Le vrai truc difficile, Pauline, c'est l'acculturation, la capacité sur des fonctions support matricielles comme ça à embarquer les autres et donc à avoir une dimension d'influence. Et c'est beaucoup plus ma casquette de vieille prof que de geek qui m'aura servi en tant que CDO. Et donc oui, après 3 ans et demi, Sébastien, il savait que j'avais envie de retrouver une entité dont j'aurais la charge en propre, et ça a été l'Europe du Sud. Je rebondis sur cette notion d'acculturation et de leadership, d'une certaine manière. Ce qui est marrant, c'est que très souvent, quand je parle de ce genre de choses, les gens me disent « Oui, mais si jamais je suis pas le boss, si jamais je suis pas le responsable hiérarchique, j'ai pas la légitimité ou je ne peux pas influencer ou demander aux gens de faire quelque chose. » Donc d'une certaine manière, il y a dans l'esprit de beaucoup de personnes
un lien qui doit être fait entre une forme de hiérarchie, si tu veux donner des ordres, quoi. Tu fais ça, mais ça, c'est justement pas du leadership. Et là, ce que tu décris, ce que je trouve très intéressant, c'est le fait que, en fait, ce processus d'acculturation, c'est un processus transverse où tu te dis, hiérarchiquement, les gens ne me sont pas rattachés. Donc, en fait, d'une certaine manière, ils pourraient me dire, ah oui, va te faire voir, quoi. Et puis, de temps en temps, ils le disent. Hein. Mais en même temps, toi, ton job, c'est de les convaincre et de leur donner envie, même plus. Ce qui demande un niveau d'énergie particulier, et c'est pas que moi, c'est mes équipes. Hein. Toutes les équipes que j'avais dans le digital, elles avaient cette logique d'acculturation, d'infusion dans toute la structure. C'est plus difficile quand les gens te rapportent pas en direct, hein. C'est très clair, parce que tu valides pas leur bonus. Hein. Bah ouais. En revanche, faut être très honnête, les gens savaient que j'avais le soutien de mon boss, de Sébastien. Donc je crois qu'il faut être très lucide. Les jobs d'acculturation, il faut les prendre parce que je pense que ça fait développer d'autres compétences et des expériences sans doute plus difficiles que finalement quand tu es le patron en propre. Bah oui. Mais du coup, c'est des jobs plus délicats, plus à risque, je pense. Et quand même, pour être entendu, il faut que les gens intuitivement sachent que derrière, au cas où, on a le soutien au plus haut niveau du CEO qui veut en effet qu'on bascule sur le cloud, qui veut en effet qu'on mette en place une politique de protection des données particulières, qui veut en effet qu'on lance un programme de fidélité mondiale. Sinon, si c'est juste au niveau de ses pairs ou des gens dont tu n'as pas la responsabilité hiérarchique, c'est très français, ça, hein, ce côté vertical, gna gna, N-3, N-32. Bon, tu peux pas transformer sans comprendre la culture dont tu pars. Et donc, un petit rappel régulier du fait qu'au cas où tu as l'autorité qui va bien pour être entendue, c'est bien. Après, le vrai succès de ces jobs matriciels, c'est quand les gens s'embarquent, s'approprient ta transformation. Ouais, deviennent moteurs, quoi. Et où il y a un moment, en fait, ils n'ont plus besoin de toi. Donc, je dis souvent que ces postes de transformation digitale, leur vrai facteur de succès, c'est quand ils disparaissent. Parce qu'on n'a plus besoin d'eux. Maude, sans transition, on va devoir parler de l'anecdote farfelue. Ah non. Tu m'as dit, avant de commencer cette interview, il va falloir préchauffer un peu le four avant d'en parler. Ben, là, je crois que le four est chaud. Là, parce que... Alors là, pour le coup, en termes d'authenticité, moi, je veux bien, mais j'ai hésité. J'en ai cherché une autre en disant non, il faut un truc plus sérieux pour asseoir un peu plus la personne. Mais en fait, je vais vous dire la vérité, parce que sinon, je ne suis pas cohérente. Alors, c'est un guet-apens total. Oui, c'est un guet-apens. On pourra couper. Il y a quelques années, le réseau de parité de Accor s'est transformé en réseau de diversité et on l'a appelé le RISE, R-I-I-S-E. Et le RISE prône la diversité comme levier de performance collective. En gros, dans une équipe, il va y avoir des hommes, des femmes, des juniors, des seniors, plein de générations et plein de nationalités parce que c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, il y a plein de regards différents, plein de lunettes sur le monde et ça permet d'être beaucoup plus intelligent et beaucoup plus fort. Et j'en suis convaincue. Donc, on s'est donné des objectifs de 45% de femmes directrices d'hôtel, 45% de femmes dans les COMEX. Enfin, j'y crois vraiment, vraiment. Et dans ce contexte-là, il y a quelques années, j'étais CDO à Chicago, donner une conférence pour des femmes et des hommes, parce que c'est ouvert aux hommes aussi, 50% d'hommes et de femmes. On est 26 000 dans le monde. Hein. C'est chez Accor. Et je donnais une conférence. Et donc, j'avais fait Paris-Chicago et j'étais un peu fatiguée parce que le jet lag, surtout dans ce sens-là, c'est horrible. Ouais. Et donc, j'ai besoin de pas mal dormir, j'aime bien dormir. Et le matin, quelqu'un toque en me disant « Hi Maud, I wanted to know whether you're ready because the conference will start very soon. » J'étais « Ah oui, I'm coming !» Et en général, j'ai un problème avec la gestion du temps, faut que je m'améliore. Et j'étais un peu pressée. Et là, je me regarde dans la glace et je me dis « Non, mais c'est pas possible, ces cheveux là, c'est plat, c'est affreux. » Et je me dis « Mais non, coiffeur, je suis parfaite, je le sais bien, n'est-ce pas, c'est bien connu. Et je vais prendre mon shampoing sec qui va me donner une forme de volume. » Et pendant ce temps, j'aurais fait mes mails, j'aurais grappillé des minutes de sommeil. Et en fait, j'étais un peu vraiment fatiguée. Je ne sais pas s'il faut que je le dise. Et j'ai confondu mon déodorant et mon shampoing sec. Ah, et alors quel est l'effet ? Alors, c'était un déodorant. Ça arrive à tout le monde. C'était un déodorant. Je ne sais pas si ça arrive à tout le monde. En tout cas, tout le monde ne va pas le raconter. C'était un déodorant vanille des îles. Je me souviens très bien parce que c'est des mémoires olfactives. Et donc, j'étais très en retard. La dame attendait. Donc, j'étais là. Chut. Et j'ai regardé dans la glace et j'avais le cheveu gras, plat, fin, mouillé. Et ça et qui sentait la vanille. Et donc, j'ai essayé de coiffer. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, pour ceux qui nous écoutent,
Le déodorant vanille des îles sur les cheveux, c'est à mon avis contre-indiqué. J'ai pas osé remettre du shampoing sec parce que je me suis dit que ça allait être un mélange horrible. Donc, ce que je me suis dit dans ces cas-là, dans ces grands moments de ridicule et de solitude, faut rester digne. Donc, j'ai essayé de coiffer, j'ai fait un chignon et je suis sortie. La dame m'a regardée en étant très polie, en disant mais qu'est-ce qu'on lui a Surtout aux fait? États-Unis où les cheveux c'est un peu sacré, quoi. Il y avait une odeur dans le couloir. Elle était là, are you okay? J'étais là, yes, thank you very well. What about you? Et voilà. Et en même temps, je me suis dit, bah ouais, mais parfois, il y en a un sujet de charge mentale. On essaie de tout bien faire et on ne fait pas toujours tout bien. Et il n'empêche que la conférence s'est quand même très bien passée. Je pense qu'au début, ils se sont dit qu'il y avait des bougies à base de vanille qui embaumaient toute la salle. Mais après, c'était bien. Écoute, je te remercie d'avoir partagé, au-delà du fait que j'ai bien rigolé. Tu vois, ça va dans le sens à la fois de ton authenticité véritable et puis du fait qu'on se plante tous par moment. Oui, mais c'est la cata, là. Il faut asseoir le côté leader, là. Je sais pas comment je vais rétro-pédaler après ça. Mais il n'y a pas besoin de rétro-pédaler. Moi, je vais rétro-pédaler puisque je vais te demander de me parler un peu plus de ton enfance. On n'a pas du tout abordé ce sujet. Et est-ce que tu pourrais me dire où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi en banlieue nord, avec un papa ingénieur, une maman prof de lettres. On allait au Puce de Saint-Ouen ou marcher en forêt le dimanche. J'ai grandi dans l'amour des livres, du mot juste. Mon papa fait du violon comme hobby, donc aussi dans la musique classique. Donc voilà, mais un peu éloigné de tous les codes des grandes écoles. Enfin, c'est ça. J'avais pas forcément... et j'ai eu une enfance, je pense... douce, joyeuse et assez libre. Et j'ai fait une rencontre à mon lycée à Enghien-les-Bains avec une professeure qui s'appelle Madame Jacqueline Blackstone. Et je me souviens qu'elle avait toujours un châle très élégant et elle mettait l'or bleu de Guerlain. Alors elle, pour le coup, c'était pas la vanille, hein. C'était vraiment cette fragrance de l'or bleu de Guerlain. Et c'est elle qui m'a dit assez vite, vous allez aller en Hippocagne. Et elle m'a ouvert des perspectives dingues et après je me suis retrouvée dans un foyer de bonne sœur mexicaine rue d'Assas, rue Notre-Dame de Lorette je crois, dans le quartier d'Assas près de la rue Vavin, et tous les matins je traversais le jardin du Luxembourg pour aller à Fénelon que tu connais aussi, et j'ai fait mes classes d'Hippocagne et de Cagne avec ce côté émerveillé. Et je me souviens que j'avais un prof de philosophie en Hippocagne qui nous disait « L'Hippocagne est un grand mystère et un grand paradoxe. C'est une année gratuite où vous n'avez rien au bout. Et c'est pourtant l'année la plus riche où vous avez tout à apprendre. Parce que vous allez apprendre à réfléchir et vous allez apprendre de la méthode. » Et je me souviens, j'avais eu plutôt un très bon bac, mais le choc en arrivant en Hippocagne était énorme. J'avais des tampons tête de mort sur mes versions d'allemand. Ma prof d'histoire distribuait les copies d'histoire en compte à rebours. Ouais. Et moi, j'avais souvent les dernières. Et les dernières étaient par terre. Et je me souviens que j'avais une prof de lettres pour ma première colle sur Jean-Jacques Rousseau qui m'avait arrêté au bout de 10 minutes en me disant « Bon, là, ça ne va pas le faire, mais en revanche, vous avez quelque chose. » Et moi, j'avais appelé mes parents en disant « Non, mais là, c'est la cata, là, je ne vais jamais y arriver. » Mais je m'étais accrochée à « Il y a quelque chose. » Ah, c'est sûr que ça forme le caractère. Hein. Ah oui, mais j'aime bien cette idée de formation un peu à des humanités, d'apprendre à réfléchir. Et après, au fond, je ne dis pas que j'aurais pu devenir chirurgien cardiaque, hein, mais le fait d'éduquer l'esprit pour l'aider à bien réfléchir, à bien structurer un raisonnement, ça sert un peu dans tout. C'est clair. Si on revient un peu à tes parents, quelles sont les valeurs les plus importantes qui te viennent à l'esprit quand tu penses à ce qu'ils t'ont transmis? Le goût de l'effort, le goût du travail, et la capacité à aimer le présent. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu dis ça? Une de mes phrases fétiches de Camus, là, c'est « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent ». Je trouve qu'on a du mal à être heureux, en fait. Quand même, il y a toujours un truc qui ne va pas. On réfléchit toujours au coup d'après. Et les gens se demandent aussi qu'est-ce qu'ils vont faire après. Et ils prennent ce job pour voir ce qu'ils vont faire après.
Mais après, on est tous morts, en fait. Hein. Donc, je suis un peu keynésienne en termes existentialistes. Hein, c'est-à-dire que je pense que, notamment ma maman, c'est quelqu'un qui est toujours très bosseur, très travailleur, qui se plaint jamais, qui voit toujours le côté positif des choses. Et ça, pour moi, c'est presque un principe de leadership. On a un peu la couleur de ses équipes. Si toi, Pauline, t'es stressée, tes équipes vont le sentir. Si t'es ronchon, tes équipes vont le sentir et t'apporter des Twix. Si t'es pas bien, tes équipes vont être inquiètes. Donc, je crois que, notamment, ma maman, elle m'a transmis cette notion un peu de tenue existentielle. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas des mamans où je râle et où j'en ai marre. Mais il y a toujours cette petite voix qui me rappelle qu'au fond, ce qu'on a, c'est maintenant. Et que tout peut avoir une dimension positive si on le regarde différemment. Que le bonheur, c'est un peu une discipline. Alors, tu me diras, nous, on est très privilégiés, on a beaucoup de chance. Je pense que dans d'autres environnements, c'est beaucoup plus compliqué. Mais nous, en tout cas, ce serait indécent de ne pas être heureux. Voilà, faut être heureux pour donner l'exemple. Hein. C'est Prévert qui disait ça. Et je pense que c'est un peu un devoir d'être positif au monde. C'est un peu viral, en fait, quand tu es positif. Totalement. Et parfois, je suis ronchon. Hein. Alors, tu me fais une belle transition parce que... Sur le côté ronchon. Ouais, sur le côté ronchon, grincheux, un mot que j'adore d'ailleurs, parce que j'ai envie de parler d'échecs. C'est les questions que je pose toujours à la fin, mon petit crible. Et il y a une question que j'aime bien justement, c'est est-ce que tu as vécu dans ta vie soit un grand moment de doute, de difficulté ou un grand échec dont tu pourrais me parler, et puis surtout les enseignements que tu en as tirés. Peut-être que tu n'as pas été grincheuse pendant ce moment, je ne sais pas. Si. Oui. Quand j'étais Chief Digital Officer, il fallait qu'on intègre une entité qui rejoignait le groupe. Et je m'étais concentrée sur le côté technique. Parce que quand on intègre, on fait des ponts technologiques, on voit les interfaces technologiques qu'il faut mettre en place, comment ça communique. Et ça marchait pas. J'ai eu un petit doute sur la manière dont ça devait être interfacé. Mais en fait, après, on me disait, sur le papier, ça marchait. Et en fait, on a mis beaucoup plus de temps que prévu. Ça a été très douloureux. Parce qu'on avait juste loupé l'essentiel. C'était que ce qui n'était pas en train de réussir dans l'intégration, c'était le côté culturel. C'est-à-dire qu'on essayait de rattacher une entité qui, culturellement, n'avait pas envie d'être attachée à nous. Et donc, mon enseignement, c'est que dans toute forme d'acquisition, de fusion, d'intégration, le vrai obstacle n'est pas tant technologique, parce que la technologie, elle suit, elle obéit, que l'humain et la capacité à faire adhérer les êtres à des valeurs, à des entités, à une culture. Il ne faut pas toujours aller contre la résistance. Il ne faut pas toujours aller contre la résistance, et ne surtout pas la mettre sous le tapis en pensant que la technologie va suffire à supplanter la résistance culturelle. Et après, la grosse épreuve que j'ai vécue, là, c'était le Covid. Hein. Les Twix. Voilà, les Twix, oui, plus 30 kilos. 2019, ça fait 3 ans que je suis chez Accor, je suis hyper contente. J'ai un petit problème d'anticipation, moi, c'est-à-dire que, je sais pas, faut pas que je fasse des prédictions. Hein. 2019, Accor affiche une année record, 825 millions d'euros d'EBITDA. On est en train de refondre la plateforme digitale, le site web, l'application mobile, et on va lancer le programme de fidélité Accor Live Limitless, que j'ai totalement retravaillé avec les équipes marketing. Donc vraiment, on y croit. Et je dis à mes équipes, 2020, c'est notre année. Voilà, merci Maud. Désolée. En termes d'humilité, là. Et 2020 a été quand même... le Covid a été... vraiment, c'est... On a vraiment frôlé la mort d'une industrie. Quoi. On était florissant. La croissance des hôtels augmentait en termes de parc de 2% par an, la demande de 5% par an. Tout le monde voulait voyager. Et comme je te le disais, moins 88% de chiffre d'affaires au deuxième trimestre, 60% des hôtels fermés. Il n'y avait pas de vaccin, les restaurants étaient fermés. Il a fallu s'adapter. Changer nos méthodes de travail aussi, manager en hybride, rassurer des propriétaires qui nous disaient est-ce qu'un jour ça va revenir, et ça a duré longtemps. Et comment est-ce qu'on se réinvente, et dans ces situations-là, soit tu t'effondres parce que c'est trop brutal, soit tu te relèves, et dans ces moments de très grands doutes, de très grandes crises,
c'est toujours ton essence qui te sauve en fait. Et là, l'essence d'Accor, c'est d'être des lieux d'accueil. Et comme nos hôtels étaient vides, et ça c'est aussi grâce à Sébastien, on a décidé, en demandant aux propriétaires qui étaient volontaires, non pas de laisser les hôtels fermés, parce que c'est tellement triste un hôtel fermé, mais d'ouvrir les hôtels pour accueillir non pas les clients qu'on connaissait, mais des gens dans le besoin. Donc les hôtels en France ont accueilli des femmes victimes de violences, des étudiants en situation précaire, du personnel médical lors du premier confinement, des réfugiés ukrainiens, des sans-abri. Donc là, on a retravaillé avec ma casquette publique avec plein de structures, de préfectures, la PHP, le SAMU social, la Maison des femmes, la Fondation des femmes. Mais waouh, c'était pour essayer de coller à notre ADN d'accueil. Mais pour autant, le secteur, les chiffres étaient terribles. Et puis, je pense que dans la vie, il faut être têtu. Ça, je vous conseille vraiment. Soyez têtu avec vos rêves. Il faut rien lâcher, rien lâcher, rien lâcher. Même quand vous êtes au creux, au fond de la mine, que vous voyez pas la lumière, il faut se dire, si la nuit est longue, c'est que le jour se lève. Et puis, petit à petit, on a eu 1 bon chiffre, 2 bons chiffres, 3 bons chiffres. Puis Paris n'allait toujours pas. Et c'est un peu comme les roses au pied des vignes, tu sais. Les roses, c'est les premières, on les met au pied des vignes parce que c'est les premières qui disent qu'il y a une maladie. En même temps, si elles vont bien, ça veut dire que toute la vigne va bien. Et donc, les grandes capitales n'allaient pas. Et puis, petit à petit, Paris a commencé à aller mieux. Et puis, les chiffres étaient super. Et on a commencé à dépasser 2019. Mais c'est récent. Et là, en termes de résilience, de résistance, d'adaptation au choc, voilà. Mais je regrette pas parce que je pense que cette épreuve m'a un peu changée pour le coup. En quoi ? Je pense que je suis plus calme, plus sage, plus impatiente. Ouais, je pense que c'est les crises ancrent en fait. Parce que sinon tu tiens pas quoi. Donc ça ancre. J'ai eu un pilotis de plus quoi. S'il y avait quelque chose qui était à refaire dans ta vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que tu referais différemment ? Je pense que je me rendrais moins malheureuse ou... T'as eu des moments où tu t'es sentie malheureuse ? Non, mais j'aurais moins peur. Parce que là, on parle de toutes les étapes de manière fluide, mais tu l'as compris, elles n'étaient pas fluides. Je pense que j'ai accordé trop d'importance à certains moments à des gens qui ne me voulaient pas forcément du bien et dont le regard m'a traversée ou le jugement m'a traversée. Je pense que ça ne vaut pas trop la peine. Il y aura toujours de la jalousie existentielle. Elle parle plus des êtres qui l'expriment que de nous-mêmes. Et il faut savoir se blinder et se protéger soi. J'appelle ça un peu le syndrome de l'étrangère. Enfin, quand j'étais à l'inspection, que je suis arrivée à la SNCF, au début, les gens m'ont accueillie comme l'énarque de service. Ah ouais. Quand je suis arrivée à Matignon, et encore une fois, je ne suis pas une victime et je ne me plains pas, mais c'est juste pour essayer d'aider peut-être par mon témoignage les gens qui veulent prendre des chemins pas linéaires, mais aucun chemin linéaire. C'est une vue de l'esprit, hein, surtout dans le monde dans lequel on est. Quand je suis arrivée à Matignon, heureusement que j'avais le support, le soutien de quelques vraies belles personnes, mais il y en a d'autres qui ne voulaient pas du tout me voir arriver en me disant que j'étais la chef de gare. Alors, je suis inspectrice des finances, hein, mais je n'avais pas fait 15 ans avant à la direction du budget. Enfin, c'est quand même dingue. Et quand je suis arrivée chez Accor, heureusement que j'avais le soutien de Sébastien Bazin, d'autres personnes très bienveillantes qui m'ont accueillie en disant « Mais si, on aime votre énergie, vous allez apporter quelque chose. » Mais il y a forcément des gens qui m'ont fait sentir que je n'étais pas du sérail et que je n'avais pas fait 40 ans d'hôtellerie. Et pour cause, je n'avais pas 40 ans, en fait. Et je trouve que je me suis rendue malheureuse de ce regard-là, de ce syndrome de l'étrangère. Et j'aurais dû plutôt comprendre que les gens parlent plutôt... Ce procès en incompétence, c'était plutôt quelque chose que les gens racontaient sur eux, qui projetaient sur nous, plutôt que quelque chose qui partait de moi. Très belle vérité. Pas facile, malheureusement, à mettre en pratique quand on vit ces moments-là. Mais... Non. Et surtout, je veux dire aux gens que c'est pas vrai que tout est linéaire. Parce que ça, je pense que c'est quelque chose d'un peu toxique. Parce que comme les gens ne vivent pas ça, ils ont l'impression qu'il y a certaines personnes pour qui tout déroule. Enfin, peut-être que ça existe, hein, mais en tout cas, moi, non. En tout cas, ce serait pas très drôle. Aussi. Mais voilà, on peut réussir et s'épanouir et finir par être vraiment aligné. Mais ça passe sans doute par ces moments de doute et d'épreuve et de résilience. Mais est-ce que ça, fondamentalement, c'est pas juste la vie, en fait ? Et c'est pas grave parce que c'est magnifique, mais c'est la vie. Est-ce qu'il y a une maxime ? Alors, je pense qu'il va y en avoir beaucoup. Une citation,
des mots qui te parlent, qui te portent, qui t'ont à un moment donné dans ta vie, tu vois, ont vraiment été importants pour toi, que tu pourrais partager avec nous? Alors moi, j'ai une phrase fétiche qui m'a été donnée par ma maman qui dit « La vie a plus d'imagination que nous ». La vie a plus d'imagination que nous. C'est très beau. C'est-à-dire par rapport à nos peurs, par rapport à nos croyances, par rapport à nos tracés de vie. C'est un peu accepter, voilà, avec humilité, qu'on est là à un moment, qu'on va essayer de faire le meilleur, avoir un impact positif, voilà, essayer de laisser derrière soi quelque chose de bon. Mais fondamentalement, ça rejoint un peu ma philosophie du présent. Faut être engagé à long terme avec des plans stratégiques pluriannuels, pas de problème. Mais fondamentalement, existentiellement, il est urgent d'essayer de faire des choses bien chaque jour parce que la vie a plus d'imagination que nous dans tous les sens. Et il ne faut pas se désespérer parce qu'il peut y avoir des choses magnifiques qu'on ne sait pas, quelle rencontre, quel chemin on va prendre, ou quelle crise va nous tomber dessus, le Covid. Et c'est une grande leçon d'humilité. Mais ça ne veut pas dire qu'on est passif, ça veut dire au contraire qu'il faut qu'on soit acteur. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as changé d'avis? Oui, le télétravail. Ah, alors vas-y, raconte-moi ça. Tu étais contre le télétravail, c'est ça? Oui. Et maintenant, tu n'es pas ni contre ni pour, tu Mais non, constates c'est déjà pas que c'est ça. là? Quand j'étais petite, après, voilà, il y a que les imbéciles qui se trompent jamais, qui changent jamais d'avis. Quand j'étais Chief Digital Officer, je me souviens que j'avais un collaborateur qui avait déménagé à Bordeaux, mais qui était manager, je précise quand même. Et il me demandait s'il pouvait faire 2 à 3 jours en télétravail. Le lundi, le vendredi, pour être avec sa famille. Et il était manager. Et j'avais fini par lui donner 2 jours, le lundi et le vendredi. Mais je me souviens que je lui avais dit, écoute, sincèrement, le management, c'est quand même être proche de ses équipes, sentir un peu l'informel, les signaux faibles, créer du lien. Donc j'avais fini par lui donner, je précise quand même, mais j'avais une petite résistance. Et aujourd'hui, on a 3 jours de télétravail par semaine. Et évidemment, non seulement c'est une attente des gens, des collaborateurs, mais en plus, c'est devenu une norme. Maintenant, si je peux me permettre. Tu n'as pas totalement changé d'avis. C'est pas ça. Je dis juste que manager dans des environnements complexes et volatiles comme les nôtres, ça met une pression supplémentaire sur le rôle de manager. Ouais. Parce qu'en gros, on demande aux managers de tracer un cap dans des univers intrinsèquement incertains et fluctuants, avec des chocs permanents qui se banalisent. Et par ailleurs, manager à l'ère de l'hybride, c'est une difficulté supplémentaire. Comment est-ce qu'on s'assure d'avoir cette glue sociale autour de la communauté si on ne se voit pas? Comment est-ce qu'on détecte des signes de désengagement, des signes de détresse? Comment est-ce que l'entreprise continue à jouer ce rôle social et sociétal si tout le monde est en Teams? Donc, et puis avec un sujet aussi, je trouve, d'exemplarité que tu dois vivre au niveau de l'hôtellerie, puisque pour certaines personnes, le télétravail est impossible, et on l'a bien vécu pendant le Covid. Ouais, et puis il y a le côté col blanc, col bleu, les gens ça. qui font le taf dans les usines, et puis les cadres qui peuvent être plus protégés. Moi, j'avoue que voilà, je suis au bureau tous les jours. Et je respecte profondément ces tendances de télétravail. D'ailleurs, si on veut retenir et attirer certains talents, il y a ce besoin de télétravail. Je le comprends parfaitement pour les métiers, comme on dit, postés, d'expertise. Alors vraiment, enfin, en plus dans des grandes villes comme les nôtres, avec des contraintes de trajet. Enfin, franchement, je crois qu'il faut respecter l'équilibre pro-perso des gens et ils sont d'autant plus performants au boulot. Donc, si c'est des jobs vraiment d'experts, il n'y a aucun problème. Dès lors qu'il y a une dimension managériale, évidemment, je suis OK pour le télétravail. De toute façon, c'est la norme. J'interpelle juste sur le fait qu'il ne faut pas banaliser la difficulté supplémentaire pour un manager à manager à l'ère de l'hybride. Ouais, je suis complètement d'accord. 2 dernières questions pour toi. J'aime bien celle-là, c'est ma petite question pas politiquement correcte. Est-ce qu'il y a une croyance que tu as qui est controversée? Je ne sais pas si ma question est très claire. Je sais pas, il y a pas mal de choses controversées dans ce que je t'ai dit. C'est pas faux. T'as eu ta dose. Je trouve que l'énergie en France, elle n'est pas controversée, mais je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Je trouve qu'on a une énergie un peu basse et j'aimerais bien qu'on réussisse à renouer avec une forme de
Tu veux dire un peu négatif, c'est ça? Ouais, pour avoir vu pas mal de pays, et j'adore mon pays, j'adore la France. T'as envie qu'il brille plus, quoi. Ouais, j'aimerais bien qu'on retrouve cette fierté, voilà, je souffre un peu du fait qu'on n'arrête pas de se plaindre et de se plomber et que ça va jamais. Et je veux pas dire qu'on est exempt de difficultés, mais on a quand même le plus beau pays du monde, sans du tout être chauvine, des talents incroyables, en joaillerie comme dans le numérique, des entrepreneurs, des pépites qu'on exporte partout dans le monde, un patrimoine culturel de dingue. Peut-être mon côté fonction publique, mais qu'est-ce qu'il est beau notre pays et qu'est-ce que j'aimerais qu'on développe la capacité collective à être mieux ensemble. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on arrive à réécrire un pacte social. Je disais toujours en rigolant, on n'aurait jamais dû révoquer l'édit de Nantes. Je veux faire aucun débat de religion ou de politique, mais sincèrement, à Normal Sup, j'étudiais les protestants au XVIIe à mon programme. Il y a dans la religion protestante ou dans d'autres religions cette capacité à croire en l'être et à sa capacité d'élection dans le présent et le droit à être heureux au présent. Que d'autres religions, pourtant je suis baptisée, je suis catholique, ont plutôt une tendance à fustiger l'individu, à le diminuer, à le faire inscrire dans une forme de culpabilité, de noirceur. Voilà. Est-ce que cet héritage judéo-chrétien, qui encore une fois est le mien, nous fait du bien? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on pousse un peu plus dans l'éducation de nos enfants, dans nos manières de transmettre, dans la manière dont on se regarde les uns les autres? Quelque chose qui nous élève un peu plus en termes de confiance en nous, de célébration. Il y a d'autres cultures qui sont beaucoup plus ou patriotes, ou sans être populistes, mais beaucoup plus positives, beaucoup plus engagées, et sans que ce soit superficiel. Plutôt que d'être parfois dans cette posture de contrition, de rapport compliqué au succès, au pouvoir, à l'argent, à la réussite. Ben non, si tu réussis, tu ne me diminues pas, tu m'enrichis, quoi. Et donc, je suis heureuse pour toi. Et je trouve qu'il y a encore pas mal de jalousie existentielle, parfois un peu partout, et que ça nous ronge et que ça nous tire un peu vers le bas. Je te remercie d'avoir partagé ça parce que j'ai cette même conviction et je pense beaucoup d'invités de ce podcast d'ailleurs, mais tu vois, c'est la première fois qu'on me le dit en ces termes. Parce que c'est pas du tout poétiquement correct. Et ben c'est exactement ce que je voulais, c'est pour ça que cette question s'appelle ma question non poétiquement correcte. Bah voilà, tu l'as eu ta réponse. Une dernière donc, cette fois je pense que tu vas avoir pas mal de choses à me dire puisque cette question c'est est-ce qu'il y a un livre ou quelques livres, mais on va dire 2, 3 qui t'ont particulièrement marqué, peut-être même, tu vois, qui t'ont fait changer, qui t'ont fait aborder une nouvelle manière de voir le monde, qui t'ont fait prendre leur philosophie, dont tu pourrais nous parler. Alors, 3 pour des raisons très différentes. Je les mets ensemble les 2 premiers. L'homme révolté, le premier homme de Camus, pour sa philosophie absurde. Et donc, l'absurde de Camus, c'est finalement tout est absurde. Et donc, plutôt que de tomber dans le négativisme, la négativité, attelons-nous à faire que chaque jour ait un impact positif. C'est un homme d'engagement, un résistant, quelqu'un avec une écriture de scalpel. Mais c'est lui qui dit la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner en présent. Donc, cette philosophie de l'absurde camusienne, elle m'a beaucoup nourrie et c'est un peu... c'est un peu une posture, une discipline de vie. Donc vraiment Camus, l'homme révolté, le premier homme. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que beaucoup de gens interprètent le côté absurde comme en fait Pas du tout. De l'anarchisme ou tu vois du négationnisme justement, alors qu'en fait non, pas du tout. Puisque tout est absurde et puisqu'on sait que tout va s'arrêter, puisqu'on fait partie on est cette espèce humaine, on sait notre finitude. Puisqu'on sait notre finitude, alors hâtons-nous de faire de chaque jour quelque chose de beau, puisque chaque jour est décompté. Donc ça, l'absurde. Après, sur un tout autre registre, j'adore Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Pourquoi ? Parce que j'adore les mots et que je suis jalouse d'Edmond Rostand. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour écrire un mot si juste, une tirade si belle, autant de poésie, autant d'humour, autant de légèreté ? Comment est-ce qu'on peut être un joaillier des mots ? C'est parfait. Comment est-ce qu'on peut être un artiste pareil ? Et parfois, quand je suis un peu fatiguée, j'ouvre Cyrano de Bergerac et je me dis, mais incroyable, c'est un peu comme quand on écoute une symphonie de Mozart ou la Campanella de Liszt, on se dit, ah non, mais c'est pas possible, il doit exister un truc au-dessus, là, pour que quelque chose d'aussi beau ait pu être produit. Donc Cyrano de Bergerac, pour la beauté, le côté ciselé des mots justes. Et après, un troisième livre que j'aime beaucoup offrir, c'est Le Soleil d'Escorta, de Laurent Godet, qui a été Goncourt en 2004. Et Le Soleil d'Escorta,
C'est une immersion dans les pouilles. Il y a un passage qui s'appelle les croqueurs de soleil. Et en fait, j'aime beaucoup la Méditerranée et ce côté authentique, sauvage, ancré, enraciné. Et je trouve que Laurent Godet a écrit un chef-d'œuvre avec Le Soleil d'Escorta. Et il y a presque un moment, on a l'impression d'avoir le goût de la poussière de terre d'ocre dans la bouche quand on lit. Et quand un livre est bien écrit, il a une capacité sensorielle, d'émotion. Je vous assure que quand on lit certaines pages du Soleil d'Escorta, on a l'impression d'avoir des reflets du soleil qui éblouissent. Et là, tu dis waouh! Sans doute parce qu'un jour, j'aimerais bien écrire. Et à chaque fois que je lis ça, je me dis non, mais en fait, jamais. Je vais me concentrer sur le management, là. J'y arriverai jamais. J'avoue que si jamais tu te compares à Cyrano de Bergerac, c'est pas évident. Non, mais là, c'est mort. Là, c'est pas facile, quoi. Et même Laurent Godet, Le Soleil d'Escorta, je sais pas si tu l'as lu, mais c'est une Non, justement, mais tu me donnes très envie. En plus, j'adore les pouilles, quel merveilleux endroit. Enfin, j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques années, vraiment. Maude, merci. C'était un tourbillon. C'était tout à fait toi, j'ai l'impression, et c'est parfait, justement. Donc, tu couperas le shampoing sec. Hein. Non, pas du tout, je vais justement le garder. Maude, si jamais tu veux dire un dernier mot de la fin, peut-être là où te suivre, te retrouver, te spammer sur les réseaux sociaux et voir en fait toutes les publications où tu as l'air parfaite. Ah oui, non, alors il n'y aura pas de publication où je suis parfaite, je ne suis que sur LinkedIn. Les gens me disent qu'il faut que j'aille sur les réseaux sociaux, j'y réfléchis. LinkedIn est un réseau social, donc... Voilà, et pas les autres. Bon, je te remercie 1000 fois en tout cas. Merci Pauline.